Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cette table ronde donc dans le cadre du forum iVolution, consacré à un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et il me semblait que c'était l'occasion justement d'en parler à l'occasion d'une table ronde. C'est le sujet de la demande d'hydrogène. On observe cette année que le salon iVolution prend plus d'ampleur que notamment par rapport à l'année dernière et l'année précédente, et par rapport à une de ses premières éditions pour ceux qui étaient au Parc Floral il y a quelques années. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'offre d'hydrogène qui sont rassemblés ici, de l'électrolyse en passant par des créateurs de stations ou encore de composants. Et il nous a semblé intéressant d'aborder donc le sujet de la demande d'hydrogène qui permettrait justement d'absorber toute cette offre qui va se développer et qui se développe en ce moment avec notamment les aides publiques mises en place au niveau régional, national et européen. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la stratégie hydrogène française est en train d'être revue en ce moment autour de 3 axes. Le premier, c'est la sécurisation de l'électricité décarbonée, donc notamment pour les électrolyseurs, un appui de l'offre. Le deuxième sujet étant la création de hubs territoriaux structurés autour des enjeux d'adéquation entre offre et demande, notamment autour des ports et des zones industrielles. Et le troisième sujet, c'est le sujet de la fiabilité des équipements tout au long de la chaîne de valeur, de l'offre et de la demande. Un des vrais enjeux majeurs de ce début d'année 2023, c'est de structurer la demande, comme je l'ai dit, de la dynamiser davantage, de l'agréger, on va en parler. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Echem Nadjar, qui va se présenter, Abdelmalek Malouche, Inès Bouassida et Maxime Sago, pour échanger sur les sujets de demande. Vous présenterez juste quand je vous passerai la parole autour de la première question de cette table ronde, qui est, j'ai envie de vous demander, où est-ce qu'on en est en matière de structuration de la filière hydrogène, et en particulier s'agissant de la demande. Donc, je passe la parole à Inès qui peut nous en parler. Donc voilà, où on en est en France sur ce sujet-là, et voilà, quels sont les principaux enjeux à court terme. Bonjour à tous, je m'appelle Inès Bouassida, je suis chercheuse climat-énergie à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors j'ai pas mal observé la filière hydrogène depuis 2 ans, depuis l'annonce enfin presque 3 ans maintenant, l'annonce des premiers plans hydrogène en Europe. Et en fait, encore aujourd'hui, l'électrolyse est un stade vraiment très précoce. C'est assez peu développé, ça représente vraiment encore une infime portion de la production en hydrogène dans le monde et en Europe en particulier. Et on peut voir que, en fait, quand on regarde le déploiement des filières hydrogène, il faut d'abord se demander quelle filière. Et donc, dans un objectif de neutralité climat, les secteurs qui sont vraiment clés pour le déploiement de l'hydrogène, où il faut vraiment que l'hydrogène pénètre, c'est l'industrie dans certains segments, et puis la mobilité, et notamment la mobilité lourde, la mobilité de longue distance. Et on voit que sur ces secteurs-là, et notamment sur l'industrie, l'hydrogène est encore très peu développé. Et comme exemple, on peut donner celui de la France, où en termes de mécanismes de soutien pour déployer l'hydrogène, on a eu 2 appels à projets de l'ADEME qui n'étaient pas restreints à la mobilité, mais qui, encore aujourd'hui, on a eu hier l'annonce de la 2e vague de projets validés, et 91% pour un des appels à projets, ça correspond à le secteur de la mobilité. Donc on a encore du mal à déployer l'hydrogène dans l'industrie. On voit qu'on a un mécanisme de soutien, un autre mécanisme de soutien qui est censé être lancé dans quelques mois par le ministère. Il est aussi attendu parce qu'il pourrait être plus important pour l'industrie. Mais c'est encore une question ouverte en fait. Comment est-ce qu'on fait pour que l'hydrogène soit adopté dans l'industrie ? Donc effectivement, beaucoup de soutien actuellement, et notamment, comme l'a dit Inès, dans le cadre des appels à projets territoriaux sur la mobilité. Il faudrait peut-être rappeler quand même, par rapport à ce qui a été dit, que la demande d'hydrogène, on parle bien de demande d'hydrogène décarbonée, puisque l'hydrogène aujourd'hui, comme vous le savez, est très utilisé dans l'industrie et très très majoritairement carboné. Et ça me donne l'occasion de passer la parole à Maxime sur ce sujet.
Oui, bonjour à tous. Maxime Sago, groupe EDF. Donc, la demande, ça a été dit, elle est structurée essentiellement par l'industrie, hein. Les 900 000 tonnes d'hydrogène aujourd'hui consommées par des secteurs traditionnels type les raffineries, qui représentent à peu près 60% de la consommation, le secteur des engrais, 20%, et la chimie, qui représente 10%. Le reste est couvert par des industries diffuses, également dans la verrerie ou dans la microélectronique. C'est le premier marché atteignable, des volumes directement substituables par de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone produit par électrolyse. Et effectivement, comme l'a dit Inès, pour le moment, cette pénétration de l'électrolyse n'est pas encore prouvée. On est sur des volumes à plus de 95% d'hydrogène reposant sur du gaz naturel. Mais les projets sont dans les pipes et le marché devrait s'amorcer à un horizon 2025-2026, le temps que les décisions finales d'investissement soient prises et que les permittings soient obtenus. Et c'est le marché qui devrait rester dominant jusque dans la décennie 2030. Le second marché atteignable, c'est celui de la mobilité, qui représentera des plus petits volumes et qui ne devrait pas devenir majoritaire avant un horizon 2040 très probablement. L'avantage de ce marché, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de technologies, de véhicules qui sont matures et commercialement disponibles. C'est le cas sur certains segments type bus, bennes à ordures ménagères ou véhicules utilitaires légers. C'est les véhicules que vous pouvez observer sur ce salon si vous parcourez les stands des industriels. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour tous les segments. On parle beaucoup de camions, de poids lourds qui ne sont pas encore commercialement disponibles et qui devraient plutôt arriver, eux, vers la fin de la décennie. Le principal obstacle de ce côté-là, c'est le coût des technologies encore très onéreuses, puisqu'on est sur des petites productions, des petites unités qui ne permettent pas de passer à une échelle industrielle. Tout à fait. Alors, ça me donne l'occasion de passer à la deuxième grande question de cette table ronde autour des principaux enjeux de la demande, puisque bon, on a passé l'état de lieu qui est quand même, je pense, largement partagé par tout le monde ici. Donc, quels sont les principaux enjeux pour structurer la demande et la stimuler? Je l'ai mentionné tout à l'heure, un des axes de la stratégie hydrogène actuelle, de la revue de la stratégie, c'est le sujet de la fiabilité, à la fois du côté de l'offre, mais aussi de la demande des équipements. Abdelmalek, si tu peux nous en parler. Merci Benoît. Donc Malek Malouche, je suis architecte métier opération durable au sein du groupe Capgemini et du groupe Capgemini Engineering avec un focus sur l'hydrogène. Afin de stimuler justement la demande et contribuer à la stimulation de la demande aujourd'hui, il faudra proposer sur le marché des solutions, des instruments, des équipements, des projets fiables notamment techniquement, en termes de durée de vie, en termes de performance, en termes de safety, mais également économiquement, ce qui permettra peut-être aux porteurs de projets, aux industriels d'avoir des retours sur investissement assez optimales. Et quand on parle d'optimisation, on peut faire le lien avec le digital notamment. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des digital twins, des jumeaux numériques qui permettent en effet du coup de optimiser des installations ou de prédimensionner, de préconcevoir des installations ou des projets dont le but d'avoir un retour sur investissement optimal, des installations techniquement rentables et économiquement aussi. Tout à fait, un vrai axe d'innovation, donc ces enjeux qu'on appelle Hydrogen Management System, donc vraiment de transposition d'un Energy Management System au monde de l'hydrogène, c'est-à-dire l'optimisation à la fois de la construction et des flux gaziers et électriques dans un écosystème hydrogène, donc en créant l'adéquation entre l'offre et la demande de manière optimale. Hichem, ton point de vue sur la demande, les principaux enjeux et ce qui bloque ou pas? Ouais, merci, bonjour à tous. Alors, je suis Hichem Nadjar, j'ai un peu d'expérience dans l'hydrogène. J'ai commencé en 2013, en fait en 99 même, chez Dutch Aerospace où je travaillais sur les piles à combustible. Et en fait, depuis 2013, j'étais le Business Development Manager pour Shell au niveau mondial. Donc j'ai pu travailler justement sur les écosystèmes hydrogène, mobilité, principalement mobilité. J'ai déployé l'infrastructure à San Francisco et Los Angeles, en particulier les premières stations poids lourds à Long Beach et les stations en Europe et d'autres projets un peu plus fondamentaux comme le 200 MW à Pernis. Alors, pour moi, la recette gagnante pour la demande, c'est, ou en tout cas pour lancer un projet hydrogène, il faut absolument un triptyque qui est l'énergéticien, la présence d'un énergéticien, ou en tout cas de quelqu'un qui va mettre l'infrastructure en place, les constructeurs, pour tout ce qui est véhicules, il faut qu'ils soient dans la boucle, parce que si on met une station et que les véhicules ne sont pas là, ça ne sert à rien. Et on a eu le cas en Allemagne,
En Allemagne, on a monté 200 stations hydrogène, mais les constructeurs allemands n'étaient pas présents. Donc il faut faire attention à ce point-là. Et la troisième partie du triptyque, c'est les autorités. Donc on peut prendre des exemples. H2 Mobilité Allemagne, bon, ça a marché plus ou moins bien, mais ça a quand même marché. L'infrastructure a été déployée. Il y a plus d'une centaine de stations qui sont déjà là. Aux États-Unis, à San Francisco, les partenariats qu'on a montés à l'époque avec Hyundai, Honda, Toyota, Shell et les autorités publiques CARB ou CEC étaient essentiels. On a pu financer les stations et avoir la demande qui arrivait. Voilà, donc c'est vraiment le partenariat est essentiel. Il est vraiment, on ne peut pas y aller tout seul dans l'hydrogène. Voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai à transmettre. Si vous montez des projets, montez-le en consortium. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas encore de marché, donc il n'y a pas encore de concurrence. Quand il y aura un marché, de toute façon, la concurrence se mettra en place. Maintenant, au niveau de la demande, bon, je suis un petit peu plus optimiste que Maxime sur la demande. Au niveau du poids lourd, clairement, les chiffres sont là. Les règlements européens, quand vous faites les calculs, clairement 15 à 30% des poids lourds classe 5 vont passer en zéro émission, donc batterie et hydrogène. Donc la demande va s'accélérer. Moi, je crois beaucoup aux véhicules légers, véhicules utilitaires, taxis, toutes les flottes intensives. Donc on a tendance à l'oublier. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va quand même apporter l'échelle, les économies d'échelle. Juste pour la petite histoire, quand on a monté les premiers projets poids lourds, on s'était dit il faut qu'on monte du poids lourd pour générer la demande, pour qu'on puisse investir dans la production massive d'hydrogène. Mais on n'a pas fait ça pour les stations. On n'a pas fait ça pour les économies d'échelle au niveau des poids lourds. L'économie d'échelle au niveau des matériaux poids lourds, pile à combustible, stockage, va venir par le light duty. C'est là où seront les économies d'échelle, pas par le poids lourd. Le poids lourd va aider à amener beaucoup de demandes pour investir dans de l'upstream, mais pas dans le downstream. Donc il ne faut pas laisser Moi, c'est un message aux autorités publiques, je ne sais pas s'il y en a là, mais ne laissez pas tomber le véhicule léger, ce serait une erreur. Voilà. Effectivement, il y a un enjeu de diversifier les mécanismes d'incitation, donc sur tous les vecteurs de la demande, que ce soit ceux de la mobilité et aussi de l'industrie. Ça me donne l'occasion de passer la parole à Maxime sur l'aspect réglementaire, peut-être au niveau européen, sur les aspects RED 2, RED 3, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Qu'est-ce qui manque voilà. Oui, aujourd'hui, la réglementation peut et doit être utilisée pour stimuler cette demande. C'est la piste qui est travaillée en ce moment à Bruxelles. Vous savez qu'il y a des négociations de haut niveau depuis plusieurs mois entre le Parlement européen et les États membres pour créer des obligations, des contraintes sous la forme de quotas obligatoires de consommation d'hydrogène renouvelable dans les deux secteurs clés et prioritaires que sont l'industrie et les transports à un horizon 2030. On espère que les négociations pourront aboutir dans les prochaines semaines avec le biais de quotas qui sont aujourd'hui réservés effectivement sur la consommation d'hydrogène renouvelable. Et qui gagnerait à s'ouvrir à d'autres types d'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène bas carbone et on est bien placé en France pour en faire la promotion puisque nous avons la possibilité grâce à ce mix électrique déjà décarboné de pouvoir en produire en appui sur notre réseau. On espère que les discussions européennes pourront évoluer dans le bon sens dans les prochaines semaines. Au-delà de la contrainte, un autre levier, c'est celui de l'incitation. Je pense qu'il y a des chantiers assez intéressants à explorer, qui sont aussi en cours de débat, qui est celui de la labellisation des produits verts, des produits dérivés de l'hydrogène. On peut penser à l'acier bas carbone, on peut penser aux engrais, on peut penser au plastique, on peut penser aussi au ciment. Un travail de labellisation, d'étiquetage de ces produits qui pourrait inciter des industriels en mettant en valeur les attributs environnementaux, durables de ces produits à passer le pas et à valoriser auprès de leurs propres clients ces produits. Et on peut même aller au-delà, un cran plus loin, à plus long terme, en évoquant l'outil possible de la commande publique qui pourrait justement être de manière privilégiée et priorisée tourné vers ce type de produits bas carbone labellisés. Oui, effectivement, sur la commande publique, d'ailleurs, il est très difficile de mentionner des produits français en tant que tels, mais plutôt un contenu carbone. C'est peut-être une des voies à explorer sur le sujet. Toujours sur le sujet des incitations, on a beaucoup parlé, notamment dans la première version de la stratégie hydrogène, des compléments de rémunération carbone, les fameux CCFD.
Ils sont toujours pas sortis. Inès, où on en est sur le sujet? Est-ce que c'est toujours pertinent, toujours d'actualité? Oui, alors avec leur petit nom, c'est CCFD. Et donc, c'est un outil qui a été, qui a pas trop été utilisé en Europe pour l'instant, mais qui est considéré comme un des outils, un des leviers principaux pour, euh, pour changer l'industrie et pour encourager l'adoption de technologies vertes. Alors l'idée, c'est que l'État garantit un niveau de prix du carbone et du coup paye la différence en fait entre le prix de marché d'un produit fabriqué à partir d'hydrogène, par exemple, d'hydrogène renouvelable, par exemple de l'acier, et la différence avec le même produit mais fabriqué à partir de processus fossiles. Et donc, c'est des instruments qui sont coûteux, les CCFD. Où est-ce qu'on en est? En fait, l'Union européenne, dans sa dernière version de règles sur les aides d'État, a ouvert la porte à ce type d'aide. Et donc, on a vu des États membres s'en saisir au fur et à mesure. On peut parler de l'exemple des Pays-Bas, qui vient de mettre en place, qui sont en train de mettre en place leur CCFD. Ça s'appelle SDE++, le mécanisme. Aussi en Allemagne, ce mécanisme est jugé très intéressant en fait, et il sera probablement mis en œuvre assez rapidement. Et puis la France avait un petit peu considéré cette option. C'est encore un peu sur le feu. Donc c'est possible que ça ressorte dans le prochain projet de loi Industrie verte. Mais en tout cas, à retenir, c'est que les CCFD sont un instrument qui coûte cher, mais qui est vraiment intéressant pour la décarbonation de l'industrie. Et c'est intéressant parce que ça permet, dans le cas de l'hydrogène, d'orienter l'hydrogène vers des secteurs clés, vers les secteurs où on veut qu'il soit déployé, parce que l'hydrogène, pour vous donner un petit peu un point de vue peut-être un peu plus macro, plus national ou international, c'est une ressource. Enfin, c'est pas une ressource en fait, et ça restera rare et ça restera cher. L'hydrogène peu cher, il y en a pas beaucoup. Et donc, il faut absolument que l'hydrogène soit orienté dans les secteurs où on n'a pas d'alternative pour les décarboner. Et donc, c'est pour ça que l'industrie est vraiment importante. Et on parlait tout à l'heure des véhicules légers. Les véhicules légers, c'est peut-être pas justement la priorité, dans le sens où on a des alternatives électriques qui sont déployables et qui sont très souvent moins chères. Ouais. Alors je suis d'accord et pas 100% d'accord, bien sûr. Par rapport aux aides qui existent, il y en a un grand nombre, mais vraiment chaque pays est différent. Les aides qui existent aux États-Unis, pour moi, en tout cas celles de Californie, font partie des plus efficaces. Le ZEV mandate qui impose un minimum de véhicules zéro émission, ça pousse la demande parce que les constructeurs sont obligés de vendre des véhicules à zéro émission, sinon ils se prennent des grosses amendes lorsqu'ils vont vendre des gros pick-up. Donc ça pousse la demande fortement. L'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui apporte des exonérations de taxes énormes de l'ordre de 4 euros le kilo. Le LCFS, etc., etc. Tout ça, ça marche super bien aux États-Unis, mais en fait, ce qui marche le plus, parce qu'en Europe aussi, il y a de l'argent. Il y a énormément. Je ne sais plus combien de milliards on annonce tous les mois. C'est la course aux milliards. Le problème, c'est le timing. Aux États-Unis, quand je montais un projet, ça durait 3 mois. En 3 mois, j'ai bouclé le business plan et le financement. Ici, le temps d'obtenir les financements européens ou nationaux, c'est 1-2 ans. Sans parler des IPCEI au niveau européen qui sont encore plus longs. Donc pour moi, le premier problème, c'est l'urgence. Il faut aller plus vite dans l'attribution des subventions, des supports publics. C'est numéro 1, avant les pourcentages de 30%, 35% et autres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à la demande, clairement, il faut décarboner là où c'est le plus utile. Mais il y a quand même un minimum de sens économique derrière. Vendre de l'hydrogène qui va coûter 10 euros le kilo à une industrie qui a l'habitude d'en acheter à 1 euro le kilo, c'est un grand écart. Donc je parle de l'industrie sidérurgique et autres, ils n'ont pas l'habitude d'acheter de l'hydrogène à des prix de l'hydrogène vert. Donc ça va être extrêmement compliqué. Par contre, sur la mobilité,
la parité avec l'essence ou le diesel, elle est plutôt aux alentours de 7-8 euros le kilo. Donc le gap, il est moins important lorsque l'on fait de l'hydrogène vert par rapport à la parité essence-diesel. Donc le sens économique est beaucoup plus facile. D'accord ? Mais voilà, c'est ce qui pose le problème dans l'industrie. Après, dans les projets de raffinerie, c'est important de décarboner, il faut le faire. Les mécanismes effectivement qui ont été mentionnés, RED 2, SDE++, ont été très utiles sur la raffinerie de Pernis pour faire passer le business plan. Ils sont essentiels. Mais ce qui est sous-jacent derrière, c'est la mobilité. Parce que c'est la mobilité qui va faire qu'un projet va être rentable ou pas. Donc que ce soit du poids lourd ou du léger. Parce que dans ces applications-là, on peut vendre l'hydrogène à 8, 9, 10 euros le kilo. Versus 1 à 2 euros pour une raffinerie. Voilà. Si je peux rebondir sur ça juste rapidement, Benoît, je pense que c'est comme si on va aux urgences avec une jambe cassée et on nous dit mais je peux vous mettre un plâtre sur le coude. Ça n'a pas grand intérêt. Enfin, je pense que la question de la décarbonation, justement, elle est cardinale. L'hydrogène, on peut en utiliser pour un peu tout et n'importe quoi. Enfin, on peut cuire des pâtes avec de l'hydrogène. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée en soi. Je pense que quand on parle de politique hydrogène, de déploiement hydrogène, évidemment, la question économique est importante parce qu'il faut savoir si à long terme, l'option est viable ou non. Mais si elle n'est pas viable, et typiquement dans l'industrie, on a... sur l'acier, on est sur une filière où on n'a pas vraiment de concurrent à l'hydrogène pour la décarbonation. On n'a pas de concurrent vert hyper convaincant. Et donc, quelque part, le secteur de l'acier, il s'en fiche du coût de l'hydrogène. Pas il s'en fiche dans le sens où ils n'ont pas de concurrence, etc. Évidemment, ça soulève des problèmes. Mais dans une optique où on veut décarboner, si on n'a pas d'autre option, on n'a pas d'autre option en fait. Alors que dans la mobilité légère, on a des alternatives. Non, effectivement, je crois qu'il faut étudier le sujet au cas par cas et la rentabilité des projets est clé. Et je crois qu'elle sera atteinte avec un sujet de diversification, y compris du côté de l'offre, mais aussi de la demande sur les usages. Les usages industriels étant très majoritaires aujourd'hui, comme on l'a mentionné. On arrive bientôt à la fin. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre 2-3 questions. Bah non, mais je donnerai la parole une dernière fois du coup à mes 4 invités, peut-être en quelques mots, selon vous chacun, quelles mesures à prendre à court terme pour structurer la demande et la dynamiser, puisque vous le savez en ce moment, comme je l'ai dit, la stratégie hydrogène est en train d'être revue, il y a le projet de loi Industrie verte. En 2-3 mots, quelle est la mesure clé à mettre en place, que ce soit du côté des pouvoirs publics ou des industriels par exemple? Hichem? Pour moi, c'est clairement les partenariats et l'accélération. Il faut aller plus vite dans l'attribution des aides. Malek? Merci. Pour moi, c'est plutôt la formation, qui est une mesure qui non seulement va stimuler la demande, mais aussi anticiper la demande qui est en croissance continue en ce moment. Et la fiabiliser, ouais. Inès? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de décider au niveau des politiques de soutien quels secteurs sont des no-go pour l'hydrogène. Et pour moi, il s'agira de régler le problème de l'insécurité juridique, qui est vraiment l'un des facteurs bloquants aujourd'hui au niveau des consommateurs industriels, comme dans la mobilité. Tant que le cadre réglementaire européen n'est pas stabilisé, qu'on n'a pas la définition de l'hydrogène renouvelable, et on attend encore ces fameux actes délégués dans les prochaines semaines, beaucoup de consommateurs potentiels n'oseront pas franchir le pas de l'hydrogène. Ouais, c'est vrai qu'on le dit souvent, nécessité de la stabilité sur le long terme du cadre réglementaire. Merci beaucoup pour votre écoute et avec plaisir pour échanger sur le sujet, parce qu'il est assez inépuisable, ce sujet de la demande. Donc merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée.